Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. La semaine dernière, nous recevions le chercheur Dov Maimon pour évoquer ces violences antisémites d'Amsterdam, les risques aussi pour les Juifs d'Europe. Quels sont ces risques pour la France aussi et surtout, comment y faire face? C'est la question que nous abordons aujourd'hui dans un second volet, donc sur ce sujet avec Didier Long, consultant, expert en stratégie, qui vient de publier une note de conjoncture intitulée après Amsterdam, peut-on éviter la chasse aux Juifs en France? Bonjour Didier Long. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes mobilisé donc sur cette question depuis déjà plusieurs mois. Vous publiez cette note de conjoncture dans laquelle vous décrivez la stratégie des islamistes visant à, dites-vous, terroriser les Français juifs via des actions coordonnées de coercition. On va y revenir bien sûr, mais avant d'en parler de cette menace elle-même, un mot peut-être sur la manière dont elle est perçue ou parfois d'ailleurs pas perçue. Vous décrivez plusieurs attitudes possibles. J'aimerais qu'on les évoque un peu en quelques mots, hein, successivement. Première attitude, dites-vous, eh bien, c'est le déni, pas forcément le déni de la menace, mais le déni du risque qu'elle puisse nous concerner, nous, individuellement. Non, il ne m'arrivera rien, en tout cas pas dans mon quartier, c'est ce qu'on entend parfois. Est-ce que c'est pas exagéré de dire quand même, Didier Long, que finalement, tous les Juifs sont concernés par cette menace? Alors, euh, les Juifs sont de France, les Français juifs dont je m'occupe, donc à peu près 440 000 personnes, sont tous dans des cas très différents, puisqu'en fait, on est dans une espèce d'archipel avec des gens qui ont des situations très différentes. Il est évident qu'il n'est pas du tout la même, ce n'est pas du tout la même chose d'habiter à Sarcelles dans la petite Jérusalem, ou à Créteil, ou à Villeurbanne, que d'habiter, je prends un exemple, à Boulogne, à Vaucresson, à Neuilly ou dans le 17e arrondissement. D'abord, ce qui fait la différence, c'est en fait l'exposition en fait au réseau islamiste. La réalité, c'est ça. La vraie réalité, c'est ça. Donc, après, on a des différences qui ne sont plus des différences communautaires, mais qui sont plutôt des différences d'attitude en fait des personnes. Et en fait, on peut dire qu'on est dans une courbe de deuil. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais il y a une psychologue qui étudie en fait qu'est-ce qui se passait par rapport à un deuil, qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, et elle définit en fait des différents stades. Et ces stades sont les suivants, et c'est exactement ceux que parcourent les Juifs par rapport à la possibilité de partir. Le premier stade, c'est le déni. Le déni, c'est non, il ne va rien m'arriver. Il ne va rien m'arriver parce que, alors on aligne les arguments, donc la personne vient vers vous et vous dit parce que je vis dans un quartier qui est riche, parce qu'il ne s'est rien passé ici, parce que les musulmans sont gentils, parce que moi-même, je ne suis pas trop visible. Donc, cette première phase, le déni. Une maladie m'arrive, le médecin m'annonce que j'ai un cancer. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Hmm. Alors Ça, après le ça, c'est le déni, déni, oui. Alors, ça c'est la première étape. oui, alors justement, je voudrais qu'on en parle parce que c'est qu'on fasse bien la différence. Il y a la révolte. La révolte qui s'exprime, par exemple, par le fait, vous dites, mais que fait le CRIF, que fait le grand rabbin de France, que fait éventuellement le Fonds Voilà, social juif qu'est-ce qu'ils font? unifié? C'est pas moi. Oui, La révolte, c'est quand je suis. Oui, d'accord, j'ai pris conscience. En fait, il n'y a plus de déni, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'étais malade, j'ai pris conscience de l'antisémitisme, j'ai pris conscience d'un antisémitisme de masse. Je vois tous les jours des attentats qui arrivent à Amsterdam, qui arrivent au Bataclan, qui arrivent à Sarcelles, qui arrivent. Et je me dis, mais non, non, là, le déni, c'est fini. Donc, puisque je peux plus nier, maintenant, je me révolte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais que fait le FSJU? Mais que fait le CRIF? Mais que fait le grand rabbin de France? On l'entend à la télé. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'être sous les ordres de l'Élysée, de faire des selfies, le FSJ? Mais c'est quoi c'est un dernier selfie devant la cheminée. oui, Donc, là, c'est la révolte. On oui. n'en peut plus. Donc, Mais mais par est-ce qu'ils contre, sont, ouais, attendez, justement, parce qu'on parle de ça, est-ce qu'ils sont dans le déni, toutes ces institutions juives dont vous parlez, dans vos enquêtes, vos les constats? institutions juives françaises, elles suivent l'État français. C'est extrêmement clair depuis Napoléon et bien après. Donc, si je suis grand rabbin de France, je suis taillé dans une veste de grand rabbin de France, je suis en train de défendre ma communauté par rapport à l'État, je suis en train d'essayer de déjouer, j'apprends qu'il y a des attentats qui ont été déjoués, j'imagine. Il y a des gens qui font leur examen à une date qui est une date shabbatique, j'essaie de me débrouiller Donc si vous êtes le FSJU, vous gérez les écoles, vous débrouillez, vous avez des subventions, vous Hmm. avez des subventions de l'État, vous gérez les écoles juives. Donc, quand vous êtes complètement intégré dans l'appareil d'État, vous ne pouvez pas, vous avez la vision de l'État français, et comme la vision de l'État français actuellement, non pas au niveau des services de renseignement, mais au niveau politique, c'est une vision qui est naïve. En fait, l'islam, tout va bien se passer, les islamistes sont là, mais
pas pour longtemps. Et puis les musulmans vont s'intégrer, etc., etc., etc. Les Donc, instances quand vous êtes dans juives les sont. institutions juives, Attendez, vous faites votre boulot, ils font leur ouais, boulot, ouais, mais vous ils ne dites peuvent quand pas faire même, plus. ouais, vous dites quand même, les instances juives sont déconnectées du terrain, aux Bien abonnés sûr. absents. Le ministère de la parole et des selfies est partout, mais la capacité d'agir nulle part. Bon, voilà ce que vous écrivez. Voilà. Alors, troisième stade, troisième C'est attitude. brillant, mais c'est pas loin. On n'est pas loin de la réalité. On a vu Oui. le déni, on voit la révolte. Il y a une troisième attitude qui consiste à dire finalement la négociation, c'est-à-dire j'ai encore, on vous dit, j'ai encore 2 ans, l'État français, Israël, la police va intervenir. Alors, par exemple, Alors là, vous par mettez en garde exemple, contre ça. Allez-y. j'arrive à Fontenay-sous-Bois et il y a un type fantastique qui est le Serge, qui est le patron de la communauté. Il me dit, ah, on n'a pas encore fait le 20 heures. Alors je lui dis, mais t'as pas encore fait le 20 heures. La rue dans laquelle il y a la synagogue, elle porte le nom d'un des juifs qui était tué à l'hyperchère. T'as pas fait le 20 heures. Mais... Ou alors, à Sarcelles, partout, partout, partout. On a interviewé 250 personnes en France, à Marseille, partout. Ils nous disent, c'est sûr que la situation est catastrophique, hein. Monsieur, on a compris. On n'est plus dans le Lénine, on est dans la réalité. On se révolte pas par rapport aux institutions parce qu'on sait que tout de même, elles peuvent rien faire. Donc, ils ont parcouru les deux premiers stades. Mais là, ils sont dans la négociation. Alors, jusque-là, tout va bien. Regardez la communauté d'à côté, ça va très très mal. Mais nous, ici, jusque-là, tout va bien. Bon, alors là, c'est une négociation. Docteur, je suis docteur, j'ai un gros cancer, toutes les statistiques me disent que j'en ai pour 6 mois, mais est-ce que je pourrais pas en avoir pour un an, finalement? Donc, c'est un peu là qu'on en est. Et donc, avec des gens qui nous disent, qui négocient. Mais finalement, peut-être que finalement, il va se passer ça. Et puis, on ne sait pas. Puis hier, un Shabbat plein, une dame. Mais finalement, Marine Le Pen va arriver. Et le Deus ex machina va nous sauver. Mais non, non, madame. Quatrième attitude, Didier Long, quatrième attitude, c'est ce que vous appelez la dépression. Ça me dépasse complètement, je suis impuissant. Est-ce que c'est quand même pas une attitude assez réaliste que ça nous dépasse finalement, Didier Long, cette menace? Alors, la dépression, toutes ces attitudes, elles sont bonnes. Il faut dire que la dépression, elle est bonne si on arrive à en faire quelque chose. La dépression, vous le savez, c'est le mot de la dépression, c'est rien. Rien. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Non, c'est rien. Et alors, on peut faire quelque chose? Non, ça sert à rien. Alors, depuis le 7 octobre, la dépression, c'est les gens ont du mal à dormir. Ils se réveillent dans la nuit. Ils se réveillent à 4 heures du matin. Ils n'arrivent plus à se rendormir. Ils savent pas pourquoi. Mais tous ces événements, il en arrive un par semaine. Donc maintenant, on peut plus dire il se passe rien, etc. On peut plus être dans le déni, on peut plus négocier. Bon, on peut encore peut-être un peu négocier. Mais donc les gens sont écrasés. Alors la dépression, elle est bonne. Elle est bonne si on arrive à en sortir. Hmm. Et pour en sortir, il suffit pas de parler. Il faut déjà parler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Il faut parler avec les autres. Il faut parler avec sa communauté. Il faut dire ce qui va pas. Pourquoi je vais mal? Qu'est-ce qui me fait mal? En quoi les attentats, les kibbutz me font mal? En quoi les images que je vois toute la journée sur mon Facebook qui me disent, ah, tel est mort, ah, tel est mort. Je vois une jolie fille, ah, elle est sympa. Ou je vois un jeune couple, ah, sympa, ils ont une longue vie. Et là, on me dit, non, il est mort au kibbutz. Et donc, c'est cet ensemble de petites attaques qui frappent, qui frappent, qui frappent, qui travaillent votre inconscient. Il faut pouvoir le libérer un moment, c'est qu'il faut parler avec les autres. Et Alors, le fait de parler avec les autres, et à mon avis de parler dans sa communauté, de parler dans sa famille, ça libère la capacité de réagir. Et à partir du moment où une personne est capable de prendre son destin en main et de réagir de manière communautaire, de manière familiale, il va pouvoir, là où il est, faire quelque chose et passer à l'action. voilà, passer à l'action, donc c'est l'attitude que vous suggérez finalement. Qu'est-ce que ça implique, passer à l'action, Didier Alors, Long? le passage à l'action, ça veut dire que une personne conscientisée, une communauté consciente de tout ce qui se passe autour de lui, qu'il ne résoudra pas tout, qu'il n'est pas tout puissant, mais qu'il n'est pas non plus écrasé et qu'il ne pourra rien faire, c'est-à-dire dans une espèce de jugement assez juste, d'appréciation de la réalité, va commencer à regarder quels sont les risques autour de lui, pour lui, dans la rue, quand il se promène, dans sa famille, dans sa communauté. Je suis dans la rue, je suis en train de me promener, il va commencer à rentrer non pas dans un état d'hypervigilance qui est l'état de la dépression, mais dans une étape de vigilance. C'est-à-dire que il va commencer à vous marcher dans la rue, vous regardez les gens qui sont autour de vous. S'il y a quelqu'un qui est menaçant, vous lancez un regard, mais vous appuyez pas votre regard, c'est-à-dire que vous ne le défiez pas. Ce qui fait que lui est prévenu. Ça veut dire que vous allez installer une bulle de confiance autour de vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser les gens s'approcher de certaines personnes que vous sentez comme menaçantes,
à tort ou à raison, s'approcher trop près de vous. Vous allez mettre, si ça arrive, vous allez commencer à mettre des obstacles entre elle et vous. Éventuellement, vous allez vous entraîner. Vous allez faire du Krav Maga. Ne vous faites aucune illusion. Le Krav Maga ne va pas faire que vous allez battre trois types qui font du MMA toute la journée et qui font 200 kilos face à vous. Non. Mais ça va donner une confiance en vous. Ça veut dire que la reprise de confiance, c'est quelque chose de très très important. Si vous avez, on dit dans la rue, on dit l'agneau appelle le loup. C'est-à-dire que si vous marchez comme un agneau bêlant, on va vous tomber dessus. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que vous devenez une proie facile. Mais si vous marchez de manière calme, posée, sans crainte, vous avez 2 fois moins de chances d'être une victime. C'est vrai pour un juif qui se balade dans le, voilà. Vous allez commencer à réfléchir et à vous responsabiliser. Si vous êtes une famille, vous allez réfléchir. Vous allez vous dire, bah, demain, on fait quoi? Demain, demain, vous entendez des coups de feu dans la rue. D'abord, vous enfermez. Vous avez suffisamment de pâtes et d'eau pour vivre 3 jours. Après, ça sera une autre histoire. Mais déjà, vous êtes capable de survivre à une émeute. Et il y en aura. Et il peut y en avoir. Vous invitez vos amis à Shabbat, des goïms, des non-juifs. Ça fait que demain, ces gens-là peut-être vont pouvoir vous accueillir si on vous a repéré, si un livreur Amazon vous a repéré avec une maison. Donc ça veut dire que vous rentrez dans une attitude de prise de conscience, de prise de responsabilité. Si vous êtes une communauté, vous commencez à regarder quelles sont les portes de sortie s'il y a des coups de feu. Comment on bloque la porte? Est-ce que la porte, elle peut résister? À quoi? Est-ce qu'il y a des gens du SPCJ chez nous? Il y a plein de communautés où il n'y a rien. Vous êtes dans un restaurant, j'étais dans un restaurant la semaine dernière, il y avait 53 personnes, j'ai calculé. Je vais voir le patron, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, j'ai une lacrymo. Donc il sort sa lacrymo. Mais ils vont la lui faire bouffer, sa lacrymo. Il faut qu'il réfléchisse, qu'il parle avec des gens qui ont déjà fait de la sécurité. Ils vont lui dire, bon voilà, si t'as pas une lacrymo, prends un JPX6 ou des choses comme ça. Là, t'as beaucoup plus de chances d'être efficace. Surtout si t'es tout seul. Et si t'en as qu'une, si t'es tout seul, t'as absolument aucune chance. S'il y a 5 personnes dans une synagogue qui ne sont non pas armées, parce qu'il est interdit de s'armer, il est interdit de pratiquer le tir et tout, on va pas se balader avec des glocks dans les synagogues. C'est hors de question. Il y a un État français pour nous protéger. Mais par contre, il y a des moyens non létaux. S'il y a 6 personnes avec des moyens non létaux dans une synagogue ou dans un restaurant, c'est comme en Israël. Un type qui sort un calibre, en Israël, il y a 3 types qui sont entraînés, qui vont le descendre. Alors, on peut pas prendre des moyens létaux, hein. Soyons clairs. J'appelle pas la révolte armée, moi. J'appelle pas à s'entraîner et à constituer des milices et tout ça. Mais il y a des moyens non létaux qui sont possibles et qui sont utilisables. Alors voilà, voilà, ça c'était pour la première partie. On a vu les C'est la première attitudes, on partie. a vu les conseils que vous donnez effectivement, que vous venez de donner. Didier Long, revenons maintenant quand même quelques instants sur le fond. Vous affirmez donc qu'il existe une véritable stratégie transversale, transverse à toute la société française qui vise à terroriser les Juifs via des actions coordonnées. Donc pour l'instant, effectivement, le programme est, comme j'allais dire, plus ou moins inscrit dans l'histoire. Qu'est-ce qui tire les manettes de tout cela? Quelles sont ces stratégies-là? Par qui est-elle mise au point et exécutée? Alors, on a écrit un livre avec mon ami Dov Maimon et il a fait plusieurs conférences là-dessus. Mais disons que nous, on repère 2 types de menaces pour les Juifs qui sont des menaces exogènes et des menaces endogènes. Je vais prendre, et ces menaces, c'est clairement, alors, on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie commune de l'Iran, du Qatar, etc., de chasser les Juifs, mais il y a une cohérence tactique pour qu'il y ait une chasse aux Juifs. Et elle s'exprime devant nous chaque jour. Je vais prendre un exemple. Par exemple, prenons prenons le cas du. On a l'impression, en fait, c'est quelqu'un qui regarde, il voit seulement. Ah tiens, il s'est passé quelque chose. On a mis une grande banderole au Parc des Princes. Et ensuite, il voit les attentats d'Amsterdam. Il fait pas le lien. Il se dit mais il voit pas le problème. Mais si vous prenez ce qui s'est passé à Amsterdam, ce qui s'est passé au Parc des Princes, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Au Parc des Princes, il y avait 3 tribunes. Quand le Qatar a racheté, il y avait 2 tribunes avec des ultras, donc des gens d'extrême droite. Ils les ont virés. Ils les ont remplacés par des arabo-musulmans. Qui étaient les supporters au milieu? La masse des supporters au milieu de la grande tribune, c'était des juifs. C'est jamais dit comme ça, évidemment. Mais c'était des juifs. Donc, ils ont le symbole, en fait, de cette immense banderole palestinienne, c'est barrez-vous. C'est barrez-vous. C'est absolument clair. Voilà. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est une manière de chasser les juifs, de manière soft, mais c'est une manière de chasser les juifs.
Et il est clair que le Qatar, qui fait ça, est évidemment il est évidemment le Qatar, il est pas tout seul dans tout ça. C'est pas juste c'est pas juste un acte sur le football. Il se trouve que une semaine plus tard, on a des émeutes à Amsterdam et une chasse aux Juifs organisée. Et donc on sait aujourd'hui, on sait tous ça maintenant, ils avaient les noms des gens dans les hôtels qui ont été cambriolés quand c'était pas l'hôtel, les taxis étaient coordonnés, les Uber étaient coordonnés, tout ça avec des réseaux sociaux. Alors là, c'est pas le Qatar. Là, on sait aujourd'hui que c'était un ancien responsable de l'UNRWA. Donc, c'est des gens, c'est des Palestiniens. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, on a une coordination, mais on sait, et si on regarde cet ensemble-là, on sait qu'on a depuis très très longtemps, il y a eu des rapports du Sénat qui sont parus en 2023, une vraie influence en fait de l'islamisme sur le sport. Donc, les clubs de foot, de tous les clubs de banlieue sont noyautés par les islamistes. Les associations sportives de boxe ou de MMA, donc sport de combat, sont noyautés par les islamistes. Et au bout d'un moment, on a une espèce de cohérence qui fait que les juifs s'en vont. Alors, si on prend le Qatar, prenons étape par étape. Donc ça c'était le Qatar et les Palestiniens. Mais le Qatar a des intérêts en France. Le Qatar, comme vous le savez, a signé des accords de gaz avec la France sur 27 ans. Donc, il est hors de question, le Qatar et surtout l'Arabie Saoudite garantissent les dettes européennes et la dette française. Le Qatar est un financier, en fait, du sport. Il est un financier qui vient d'accorder 10 milliards d'euros en début d'année à la France d'investissement. Donc, évidemment, on ne peut pas se passer de ces gens-là. Et quand on a, par exemple, et c'est deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que dès le lendemain où il y a eu l'événement du Parc des Princes, l'UEFA a dit « Ah mais non, 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 il n'y aura pas de condamnation, sauf s'il recommence ». Alors qu'il y a 10 ans, quand le SCB, c'est le Sporting Club Bastier, a déployé en 2005 une banderole en janvier disant au début du match, alors qu'il y avait une rencontre Bastia-PSG, le Qatar finance le PSG et le terrorisme, qui était extrêmement bien inspiré et assez pensé pour le milieu du football, on se dit, mais comment ça a émergé ici? Eh bien, un mois plus tard, ces gens-là, ils étaient condamnés à 35 000 euros d'amende, ce qui est beaucoup pour un tout petit club. Oui, donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est toutes ces menaces exogènes, qui sont des menaces en fait d'État, qui sont liées à des États, au Qatar, qui est devenu un petit État de 300 000 personnes, qui a réussi en fait à devenir le représentant des États-Unis en Afrique, qui fait la diplomatie entre le Hamas, entre le Hezbollah, Hamas et les États-Unis et Israël. Donc ces gens-là ont des intérêts. Et tous ces intérêts bien compris, en fait, ils les font passer en Europe via l'argent et évidemment via l'argent, mais aussi via l'islamisme. Et le Qatar a mis 100 millions d'euros sur des associations en banlieue, en Europe, dans les banlieues européennes, dans le 9-3. Donc c'est des associations islamistes, c'est de la réflexion de bâtiments, etc. Et donc les islamistes sont là. Ça, c'est exogène. Vous parlez aussi de menaces endogènes. Exogène, oui. Ouais. C'est exogène. Exogène. Attendez, donc c'est le Qatar. Je vais venir sur les autres. Autres. Qu'est-ce qu'on a? Si on prend, nous, j'arrive à Sarcelles, et François Poupon, il me dit, mais Didier, maintenant les Juifs de Sarcelles, il faut les sortir. Ah bon, il faut les sortir? Eh oui, c'est très simple. Moi, les islamistes sont venus me voir au départ, ils m'ont dit, écoute, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Si tu es contre nous, on va te dégager. Et c'est exactement ce qui s'est passé. François Poupon, maire de Sarcelles, a été dégagé. Le nouveau maire a été élu avec les voix des islamistes, avec du CIMG. Et le surlendemain du 7 octobre, il y a un conseil municipal à Sarcelles qui votait tranquillement le fait de vendre un grand terrain devant le collège pour le CIMG, donc le miligo russe, les islamistes, les frères musulmans turcs. Et ces gens-là, ils ont tout simplement pris la ville tranquillement. Pas du tout. Pourquoi l'islamisme avance? Parce que l'État recule. Parce qu'ils ont fait des cours, ils ont fait du sport, ils ont fait des cours de soutien aux enfants, ils ont fait des associations, et petit à petit, donc les Juifs, il reste que les Juifs, il reste à Sarcelles, en tout 14 000 Juifs, 12 à 14 000 Juifs entre Sarcelles et Saint-Brice. Les gens qui restent à Sarcelles, c'est ceux qui ne peuvent pas partir, parce qu'une fois que vous avez un appartement, ils ont commencé à racheter des appartements, une fois que vous avez des appartements où vous avez 10 Pakistanais qui descendent et votre fille descend dans l'ascenseur, ils ont un rapport très particulier aux femmes, et que vous retrouvez face à ces gens-là, eh bien vous partez. Et donc, il reste à Sarcelles que les gens qui ne peuvent pas partir,
Alors après, ils sont partis sur Saint-Brice, et la LFI plus les islamistes qui fédèrent en fait le CIMG, qui fédère en fait les musulmans de Sarcelles, qui font, je dis encore, ce qu'ils peuvent, très probablement, ces gens-là, pour vivre, pour survivre, dans un monde où ils sont enfermés dans des zones de non-droit, pilotées par la drogue. Eh bien, ces gens-là, ils sont en train d'attaquer Saint-Brice. Et donc, petit à petit, c'est toute une région, c'est tout des départements complets, comme le 93, qui tombent en fait sous la coupe, en fait, plus ou moins directe des islamistes. Et donc là, il y a sous la poussée de pression, sous des poussées étrangères fortes. Qu'est-ce qui pourrait mettre le feu aux poudres en France, Didier Long, par exemple? Alors, le problème, c'est que le feu aux poudres, il se passe, ce que nous disent les gens de sécurité, donc les gens d'évacuation, avec un black swan, un signe noir. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pourrait produire. Donc, soyons clairs dans la stratégie. Les islamistes, leur but, c'est l'État. Leur but, c'est ils veulent détruire la démocratie et ils veulent conquérir la France. On estime, nous, à peu près 8,5 millions le nombre de musulmans quand on regarde le marché du halal. Là-dessus, les gens qui sont fans, en fait, 28%, comme vous avez dit mon ami Dov Maimon, 28% veulent une société séparatiste et 55% chez les jeunes. Et plus ils sont éduqués, plus ils la veulent, cette société-là. Donc, ce qui peut mettre donc ça veut dire qu'on est sur une poudrière. La plus grosse société, la plus grosse communauté musulmane d'Europe, qui est dans des cités dortoirs. Si vous appelez Mohamed, vous n'avez absolument aucune chance en fait, de devenir avocat à Boulevard Saint-Germain. Et on continue de vous raconter que c'est la société du vivre ensemble, etc. Donc je comprends tout à fait la révolte des gens qui vivent dans les cités. Et ces gens-là, ils se retrouvent, parmi ces gens-là, il y a 500 islamistes qui sont encore en prison, 580 qui sont sortis depuis août 2018, 70 à 80 qui sortent par an. Et chez les jeunes, on a une très forte radicalisation. Donc, ça peut partir en fait de partout. Et donc, les services de renseignement français sont très très outillés et très intelligents et de plus en plus forts. Mais on ne peut pas surveiller. Supposons qu'il y ait 8 millions de personnes, si là-dessus on en a 23 000 qui sont 23 000, 1%, 2,3 millions qui sont radicalisés et 1% qui passent à l'action, c'est-à-dire 23 000, ça fait 23 000 personnes à surveiller. C'est impossible. La DGSI a 8 000 personnes pour surveiller 5 000 fichiers islamistes. Alors, donc, il peut y avoir un Black Swan. Qu'est-ce qui se passe en cas de problème, justement? Qu'est-ce qui se passe en cas de problème, il peut pas se passer un Black Swan, exactement comme on a eu pour les émeutes de Naël. La veille, le renseignement territorial vous disait « Ah, mais en endogène, nous, on maîtrise tout. En exogène, s'il y a une guerre Iran-États-Unis, alors là, c'est autre chose. Ou s'il y a une centrale nucléaire qui saute en Ukraine, non, on ne maîtrisera rien. Mais en endogène, on maîtrise tout. Sauf que, à un moment, il y a des flics qui tirent sur un gamin. Il peut arriver n'importe quoi, une pourchasse, un scooter, un trafiquant de drogue qui se fait tuer, un gamin qui tombe dans un traquenard d'une autre bande, et là ça part. Et quand c'est parti, en fait en réalité c'est parti pendant 10 jours. Première étape, comme vous le savez en 2023, on a eu une attaque sur les symboles de la République, les mairies, les écoles, les crèches. Deuxième étape, une attaque sur les biens. Et à Marseille, ça a commencé directement sur les centres commerciaux. On a eu quand même 500 départs de feu. Et on s'est dit, la troisième étape, c'est le homejacking. On ne sait rien faire. On ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas surveiller 500 villes en France où il y a les gens qui vous parlent de homejacking, il faut peut-être expliquer ce que c'est quand même. Homejacking, ça, c'est des viols. C'est des viols, c'est des gens qui rentrent chez vous, qui vous saucissonnent et qui vous demandent votre carte bleue et qui vont se servir là où ils sont. Et ça peut arriver, pas seulement dans les cités, ne rêvez pas. Aujourd'hui, ça peut s'y passer dans le 16e arrondissement. C'est parce que ça peut se passer dans tout l'ouest parisien. Parce que les livreurs passent avec Amazon. Ils viennent tous des cités, ils voient bien où est la richesse. Donc, il y a un moment, ils iront la chercher là où elle est. Et alors, je veux pas être alarmiste. Vous l'êtes quand même un petit peu, justement. Penser ce genre de scénario en espérant, grâce au shalom, qu'ils n'arriveront jamais. Il faut avoir des plans, il faut les garder dans les tiroirs. Mais on ne peut pas faire de manière irresponsable, comme si ça n'existait pas, et continuer à dire oui, le vivre ensemble, etc. Non, il y a une stratégie d'action coordonnée entre ces différents pays pour renverser un État qui est fragilisé en France. Il faut en être conscient. Et la communauté juive est sur leur chemin. Et tout ce qu'on voit autour de la communauté juive, Amsterdam, ce que me disait un inspecteur, un ancien commissaire de police de Saint-Denis, dans notre train, il me disait, mais est-ce qu'il va y avoir un 7 octobre? Il me disait, mais Didier, tu n'as pas compris. Le 7 octobre a déjà commencé en France. Ah bon? Où ça? À Courbevoie. Le viol d'une gamine, et ça ne va pas s'arrêter.
C'est le début. Quand on parle à des gens de services de sécurité, quand on en croise de temps en temps, moi je suis pas un spécialiste de sécurité, moi je suis là pour essayer de comprendre comment peut être la communauté juive, voilà. Et puis avec Dov Maimon, donc au JPPI, on essaie de comprendre ce qui se passe, les grands mouvements. Mais à tout moment, ça peut péter un endroit. Et ça veut dire que si on n'a pas ce qu'on disait au début de notre rencontre, une vraie conscientisation, une prise de conscience, qu'on arrête le déni, qu'on commence à rentrer qu'on sorte de la dépression et qu'on essaie de se prendre en main, parce que personne ne nous aidera, pas plus Israël que l'État français. Le Mossad a d'autres choses à gérer aujourd'hui, j'imagine, que la sécurité des Juifs en France, alors qu'eux, ils sont tous en train de se faire tuer un par un dans le sud du Liban. Donc, si les Français juifs ne se prennent pas en main, et communauté par communauté, famille par famille, ça partira de la base. Moi, mon grand message, c'est ça. C'est ça ne partira pas des institutions. N'attendez plus rien. N'attendez rien. N'attendez rien d'Israël. N'attendez peut-être, inscrivez-vous au moins à l'agence juive pour qu'on ait votre numéro de téléphone si un jour vous arrivez qu'il faut vous évacuer. Mais n'attendez rien. Mais prenez-vous en main. Hein. Et toutes ces associations qui sont nées après le 7 octobre, comme Franck Tapiro avec le Diaspora Defense Force, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais au moins ces gars-là, il y a la révolte, c'est des collectifs. Mais je pense qu'il faudrait arriver à organiser ça pour que chacun se prenne en main. Et être en dehors des institutions externes. Est-ce qu'à force d'alerter Didier Long sur la menace, est-ce qu'on ne risque pas de contribuer aussi à la faire apparaître d'une façon ou d'une autre? Alors oui. Alors le problème, c'est que dès qu'on commence à parler de sécurité, les gens vous disent, voilà, c'est un scénario, c'est une prophétie. Tu es en train de nous décrire une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, c'est le fait de dire les choses qui les font advenir. Il est vrai que il est vrai que quand Dieu parle, les choses sont, mais nous ne sommes pas Dieu. Et nous, notre boulot, c'est d'être rationnel. D'être rationnel, c'est-à-dire de mettre des chiffres, de calculer des situations, de pas dire non, non, mais on se verra sur WhatsApp, ne vous inquiétez pas, dès que ça pète, on est sur WhatsApp, on te donne rendez-vous quelque part. Tu n'auras plus ton WhatsApp, tu n'auras plus ton quartier sera bouclé et tu auras des gangs qui se baladeront pour aller faire leurs courses et ta femme se fera violer. Donc réfléchis. Donc on doit pas forcément se dire que ça va arriver, mais se dire c'est possible. Et si c'est possible, comment on fait pour que ça n'arrive pas? C'est juste notre boulot d'être humain et de juif, il me semble. Merci beaucoup. Merci Didier Long. Votre livre intitulé France, les derniers juifs d'Europe va sortir donc au printemps prochain avec Dov Maimon au Cherche Tout à Midi. fait. Merci à tous Merci pour à votre tous. attention. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.